À quelques années d'intervalle, à Dallas, au Texas, deux jumelles ayant une vie pratiquement parfaite vont être la proie d'une maladie mentale sévère qui poussera l'une d'elles à commettre l'irréparable. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Jean et Jane Hopkins. Oui, les noms se ressemblent vraiment beaucoup, donc prêtez une attention particulière tout au long de l'histoire. Ce sont deux jumelles qui sont nées dans une famille aisée, étaient belles, talentueuses et aimées de tous. Mais malheureusement, les maladies mentales peuvent toucher n'importe qui, même ceux qui semblent avoir tout pour réussir. On tient à préciser en début de vidéo que les crimes vont être commis sur des enfants. Donc, si vous croyez être trop sensible pour ce genre de sujet, on vous conseille simplement de regarder une autre vidéo. Donc, lançons-nous maintenant dans l'histoire des jumelles Hopkins. Jean et Jane Hopkins naissent le 29 février 1956 à Van Buren, à Arkansas. Les jumelles sont les plus jeunes de 4 enfants. Leur père, Glenn Hopkins, est propriétaire d'un magasin de meubles prospère, a d'autres biens immobiliers et est aussi copropriétaire d'une maison de retraite lucrative. La famille est donc assez aisée et les jumelles sont proches l'une de l'autre et ne manquent pas d'amour de leur famille et de leur entourage. Elles ont tout pour elles. Elles sont belles, intelligentes et humbles. Elles ne regardent pas ceux qui sont moins fortunés de haut. Elles sont très sociales, surtout Jean, qui aime sortir et être entourée de plein de monde. Jane, elle, est plus réservée et préfère passer ses soirées à lire des livres. Contrairement à la plupart des histoires qu'on vous raconte ici, les jumelles ne sont pas en compétition entre elles. Elles sont d'ailleurs toutes les deux très bonnes à l'école et sont très heureuses du succès de leur sœur. En 1974, elles graduent d'ailleurs toutes les deux avec les honneurs de leur école secondaire de Van Buren et sont toutes les deux acceptées à l'université de Arkansas, à peu près 1 heure de chez elles, où elles graduent 4 ans plus tard aussi avec les honneurs. Leurs chemins vont se séparer parce que Jane va aller étudier à l'université d'Harvard au Massachusetts, alors que Jean va s'inscrire au Southern Methodist University. Jean et Jane vont trouver la situation vraiment difficile, mais vont quand même s'écrire et se téléphoner très souvent. Jane a 23 ans lorsqu'elle gradue de Harvard en 1985 et va se marier avec Clayton Elliott Jr., lui aussi finissant de la même université. Ils vont ensuite déménager à Houston et l'année suivante, donc en 1986, Jane donne naissance à leur premier garçon, Clayton Clee Elliott III, qu'ils surnomment Clee, et 4 ans plus tard à une petite fille, Olivia. Jean, elle, va se trouver un emploi prestigieux après ses études et va elle aussi se marier 1 an plus tard que sa sœur avec un homme d'affaires prospère du nom de Raymond Beard. Mais peu de temps après son mariage, sa vie va prendre une tournure quand même assez bizarre parce qu'elle va commencer à insinuer qu'un homme en noir la suit et la traque un peu partout. Elle va débuter une thérapie, mais la situation va tellement s'intensifier qu'elle devra quitter son emploi en 1987. Sa sœur Jane et son mari vont alors emménager dans le même quartier, à seulement quelques maisons de Jean et Raymond. Et le fait d'avoir sa sœur près d'elle va vraiment apaiser la situation. Elle va pouvoir parler ouvertement à sa sœur de l'homme en noir qui la suit, qui la traque, de ses peurs. Et ça va vraiment la soulager. Jean aura un premier garçon qui va s'appeler Jimmy en 1991, en même temps que sa sœur va avoir son deuxième enfant, Olivia. Et elle aura aussi un autre petit garçon 1 an plus tard, appelé Riley. Donc, si on résume la situation, les deux jumelles sont mariées, habitent dans le même quartier et ont toutes les deux enfants.
Alors que tout semble aller pour le mieux pour les deux jumelles, Jane va annoncer en 1992 qu'elle et Clayton divorcent, malheureusement. Jane va alors aller consulter le même thérapeute que sa sœur et malgré tous les efforts de Clayton d'obtenir la garde des enfants, c'est Jane qui l'obtiendra. En juin 1994, l'état de Jean détériore et elle va devoir être hospitalisée pour ses pensées suicidaires. À l'hôpital, ils vont la diagnostiquer bipolaire, ce qui explique entre autres ces épisodes où elle dit voir un homme habillé en noir la poursuivre. Les médicaments font leur effet et peu à peu, Jean reprend du mieux et elle peut enfin sortir de l'hôpital. En septembre de la même année, Jean apprend qu'elle est de nouveau enceinte et décide d'arrêter du tout au tout les médicaments pour le bien du bébé. Et ce sera la pire décision de sa vie parce qu'en arrêtant les médicaments, l'homme en noir revient dans la vie de Jean et elle est maintenant convaincue qu'il ne veut pas s'apprendre qu'à elle, mais aussi à ses enfants. Et elle a beau réfléchir, ruminer la situation dans sa tête, elle ne voit vraiment aucune solution sauf une. Donc un soir, quand son mari appelle pour lui dire qu'il va rentrer plus tard du travail, Jean saisit l'occasion pour passer à l'action. Elle décide donc de préparer un dernier repas pour elle et ses enfants en y glissant tout le contenu de ses médicaments dans la nourriture dans le but qu'ils fassent tous une overdose. On peut donc facilement imaginer la réaction du pauvre Raymond qui arrive de travailler et qui trouve toute sa famille affalée sur la table dans leur nourriture. Paniqué, il compose rapidement le 911 et l'ambulance arrive pour emmener Jean, Jimmy et Riley à l'hôpital le plus proche où on leur fait un lavement d'estomac. Heureusement, ils s'en sortiront tous sains et saufs. La police interroge Jean sur son geste aussitôt qu'elle se réveille et elle leur expliquera qu'elle a voulu se sauver elle, mais aussi ses enfants du fameux homme en noir. Jean sera quand même poursuivie, mais sera déclarée non coupable dû à son état mental. Pendant tout le temps que Jean sera hospitalisée et sera traitée, Jane prendra soin de Raymond et de ses neveux. Elle va les aider dans le fond du mieux qu'elle le peut, mais plus sa sœur commence à se sentir mieux, plus Jane, elle, commence à dépérir. En fait, Jane souffre de la même maladie que sa sœur. Depuis que Jean lui a parlé de l'homme en noir, elle le voit et elle le sent elle aussi. Mais ayant été toujours plus discrète et plus réservée, elle n'en a jamais parlé. Refusant de mettre le blâme sur sa sœur pour l'accident qui vient de se passer, Jane va plutôt mettre la faute sur le dos des médecins. Elle va donc arrêter sa thérapie en prétextant ne plus en avoir besoin. Et les choses vont empirer lorsque sa sœur va sortir de l'hôpital. Jean, Raymond et leurs 3 enfants maintenant vont décider de déménager afin de prendre un nouveau départ là où personne ne connaît leur histoire. Jane va alors se retrouver seule chez elle, sans sa jumelle, et sa paranoïa va atteindre des niveaux extrêmes. Par exemple, elle se met à coller des post-it partout dans la maison disant « Garde les portes verrouillées » ou « Ne dis pas de nom en parlant au téléphone » parce qu'elle est sûre que l'homme en noir a mis sa ligne sur écoute. Elle regarde aussi plusieurs fois sous sa voiture avant de l'utiliser parce qu'elle est sûre que l'homme en noir y a mis une bombe. Les voisins et aussi la famille de Jane vont vraiment commencer à s'inquiéter parce que là, Jane ne peut plus cacher qu'elle a aussi un problème. Sa sœur et son mari vont être mis au courant. Ils vont tenter de la convaincre d'aller voir un médecin. Ils vont même appeler Clayton, son ex-mari, pour lui faire part de leurs doutes, mais aussi de leur peur pour les enfants. Mais le lundi 28 juillet 1997, Jane se présente chez son ex-mari habillée d'une jolie robe et de très bonne humeur. Il lui demande si elle est toujours d'accord pour aller consulter un spécialiste. Elle lui affirme que oui. Donc il lui dit qu'il va lui-même prendre un rendez-vous pour elle. Elle affirme que s'il fait ça, elle va aller au rendez-vous sans problème. Elle semble si bien dans sa peau qu'il la laisse partir avec les enfants sans trop s'inquiéter. Il est loin de s'imaginer
que c'est la dernière fois qu'il les voit vivants. Et c'est là que ça devient très difficile à entendre et aussi à raconter. Durant la journée, alors que ses enfants jouent dans leur chambre, Jane, elle, va rédiger 6 notes qu'elle va mettre un peu partout dans la maison. 6 notes suicidaires, dont l'une d'elles va dire ce sont des anges, priez pour nous, pardonnez-moi. Ensuite, elle va aller à la cuisine, va s'emparer d'un couteau de 6 pouces et va monter à l'étage rejoindre les enfants. En ouvrant la porte, elle va cacher bien sûr le couteau derrière son dos. Et dans la chambre, Clee est en train de lire une histoire à sa petite sœur. Et elle va lui demander d'aller avec elle en bas, de l'accompagner quelques minutes avec elle dans la cuisine. Le petit garçon va donc accepter, va donner le livre de lecture à sa sœur et va passer devant sa mère pour se rendre à la cuisine. Et à peine entrée dans la cuisine, Jane va se jeter sur son fils et le poignarder à plusieurs reprises. Le petit hurle et supplie sa mère d'arrêter évidemment, mais elle continue. La petite Olivia, qui attend les cris de son frère, se précipite en haut de l'escalier et va voir son frère ensanglanté sortir et courir dans le jardin. Elle va finir par le rattraper et il va encore la supplier d'arrêter, mais elle va encore le poignarder de nouveau au cou et au torse. Le petit Clee va finir par mourir et sera entraîné de nouveau dans la cuisine par sa mère où il sera laissé sur le plancher. Et elle va monter l'escalier pour rejoindre Olivia. Elle retrouve la fillette tremblante de peur dans un coin de la chambre et elle va l'obliger à venir avec elle dans la salle de bain. Elle va alors fermer la porte de la salle de bain et va obliger Olivia à aller monter dans la douche où elle va s'enfermer avec elle. Et là, la boucherie va recommencer. Une fois la fillette décédée, Jane va tourner le couteau contre elle et se donner la mort à elle aussi. Et à 8 heures ce soir-là, Clayton se rend chez son ex-femme pour lui dire qu'il a bien pris rendez-vous pour elle chez le thérapeute. Mais évidemment, personne ne va répondre à la porte. Il voit que la voiture de Jane est bien dans l'allée, alors il se questionne. Il fait alors le tour de la maison et découvre la porte de derrière entrouverte. Quand il va rentrer dans la cuisine, ce sera épouvantable pour lui, car le corps de son jeune garçon de 9 ans gît devant lui dans une mare de sang. Clayton appelle tout de suite les policiers en criant « Mon fils a été tué, mon fils a été tué ». La police et les ambulances arrivent sur les lieux. On retrouve Jane et Olivia dans la salle de bain et il n'y a plus rien à faire. La police conclut à 2 meurtres pour les enfants et un suicide pour la mère. Le corps de Jane est retourné à sa ville natale pour y être enterré. Et le corps de ses 2 enfants sont enterrés à l'église presbytérienne de Highland Park. 2 semaines après les funérailles, leur père Clayton annonce qu'il va créer une fondation à la mémoire de ses enfants. Jean, quant à elle, se refuse de parler des meurtres. Elle est apparemment toujours vivante, toujours sous médication aussi, et elle et sa famille se portent bien. Et c'est la fin de cette tragique histoire. Même si nous mettons cette vidéo dans notre catégorie True Crime, on trouve qu'elle reste quand même différente des autres, dans le sens que Jean et Jane ont toujours été de bonnes personnes, humbles, aimantes, généreuses. Elles étaient de bonnes épouses et de bonnes mères. Donc c'est vraiment la maladie qui s'est immiscée peu à peu dans leur vie, qui les a fait vivre dans une espèce de délire paranoïaque. Bon, les médicaments ont pu aider Jean à s'en sortir, mais Jane, elle, refusait d'en prendre et c'est ce qui l'a poussée à commettre l'irréparable. Mais on est quand même persuadé que jusqu'à la fin, Jane était convaincue de faire ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants. On doit vous avouer que faire des recherches, lire et raconter cette histoire, surtout les derniers moments de Clee et d'Olivia, nous ont fait monter plusieurs fois les larmes aux yeux.
On a une pensée vraiment très spéciale pour ces 2 enfants partis trop tôt, dans une rare violence aussi. Par contre, on vous prierait d'être poli quand même dans les commentaires, car la maladie mentale est quand même un sujet très délicat à traiter. Donc, sur ce, portez-vous bien, tout le monde, et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!